Bien souvent, pour qu'on agisse, il faut presque y avoir été exposé. En tout cas, nous, c'est assez marquant de voir qu'on arrive à faire des choses parce que c'est parfois un interlocuteur qu'on a en face de nous qui est touché par ce sujet-là. Et je trouve ça tellement dommage que j'ai envie de faire passer moi un message à tout le monde, que ce soit l'employeur, que ce soit les personnes concernées, les collègues, de se dire de prendre un peu un pas de côté et de se dire mais si c'était mon proche, si c'était moi, qu'est-ce que je ferais et comment je réagirais. Et voilà, j'ai envie de dire que encore une fois, on peut tous être concernés par ces sujets-là, vos proches et tout l'écosystème qui gravite autour de vous. Alors ouvrez les cœurs et continuez à vivre le plus humainement possible. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Résilience. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question qui peut intéresser tout employeur et toute personne. Comment gérer l'absence et maintenir le lien avec le collaborateur? Alors vous avez peut-être des pistes d'idées, mais aujourd'hui, encore une fois, j'ai la chance d'avoir une équipe d'experts et d'expertes avec moi. Mais plutôt que de commencer à vous les présenter, je vais vous les présenter ou je vais les laisser se présenter. Alors, c'est Sylvie Lécardé. Je suis chargée de mission expert sur la prévention de la désinsertion professionnelle. C'est tout ce qui concerne l'accompagnement des personnes pour lesquelles il y a un problème de santé, donc au sein du service social de la CARSAT, de la sécurité sociale de manière générale. Très bien, merci. Et moi, je suis Sophie Aubrin, je suis médecin du travail sur un service de santé interentreprise sur le littoral de la Côte d'Opale et je suis responsable de la cellule PDP, donc de la cellule de la prévention de la désinsertion professionnelle au sein de notre service. Oui, il y a un passement de micro. Merci Carole. Martin Deneux, moi je suis responsable de projet au sein de l'association Ciel Bleu et je suis expert en activité physique adaptée. Très bien. Attention, passement de micro. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Carole Berthaud. Je suis patiente experte diplômée en cancérologie et très impliquée dans l'association Oser Rebondir. Très bien. Eh bien, merci à tous de vous être présentés. Nous avons déjà eu la chance de faire un podcast ensemble lors du premier épisode. On avait vu déjà plusieurs notions, notamment une qui m'avait marqué sur un rendez-vous de liaison. Alors, je ne sais pas si vous, derrière l'écran, ça vous parle, mais moi, j'ai une grande question par rapport à ça. Et je vais demander à mes deux S, Sophie et Sylvie. Mais on va commencer par Sophie. Là-dessus, SO, c'est avant SY. Quelle est la différence entre un rendez-vous de liaison et la visite de pré-reprise? Alors, le rendez-vous de liaison, c'est un rendez-vous entre l'employeur et son salarié. Il est à l'initiative de l'employeur qui nous associe, nous, services de santé au travail, en nous disant qu'il a invité son salarié et qu'il nous associe à la fin du rendez-vous en disant « voilà ce qu'on s'est dit ». L'intérêt pour nous, c'est de ne pas dire le contraire au salarié, quand nous le verrons, le contraire de ce qu'il a déjà dit à son employeur. Au moins que les choses, tout le monde tire dans la même direction. Le rendez-vous de pré-reprise, c'est un rendez-vous qui est mal nommé. Parce que quand on fait un rendez-vous de pré-reprise, ça ne veut pas dire que demain, on reprend. Ça veut dire qu'on réfléchit à la possibilité de retourner avec un poste aménagé ou pas, ou de ne pas retourner dans son entreprise. C'est un rendez-vous entre un salarié et son médecin du travail. Et ça permet, si on est très en amont, de pouvoir d'actionner un tas de leviers que nous avons. Je vais penser notamment à la demande de reconnaissance de qualité de salariés en qualité de travailleurs handicapés, et il faut 6 mois pour pouvoir avoir une réponse de la MDPH. Donc si on s'y prend la veille du jour du départ, ça ne marche pas. 6 mois? 6 mois. C'est diminué à 4 mois en ce moment. Je crois que c'est surtout très dépendant des régions. Ça ne m'étonne pas, Dunkerque, nous sommes toujours en avance. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Et puis, on va, à la fin de cette visite de pré-reprise, on va faire un écrit, systématiquement, qui est remis au salarié et non pas à l'employeur. Et c'est finalement à l'employeur peut-être de dire « elle a dit quoi ?» et d'aller voir son salarié en disant « est-ce qu'on peut faire quelque chose ou pas pour vous ?» Nous ne pouvons pas, comme il y a une suspension de contrat de travail, aller dire à l'employeur « j'ai vu votre salarié et puis finalement, vous en voulez ou vous en voulez plus ?» Ça, c'est complètement interdit. D'accord.
Voilà. Très bien. Le but, c'est que les gens reprennent leur travail. Superbe. Ou un travail. Un travail, si c'est possible, parce que c'est pas obligatoirement le travail qu'ils Tout à avaient fait. juste avant. Est-ce qu'il y a un complément par rapport à ça? Alors, peut-être ce que je pourrais ajouter, c'est que dans le cadre de l'accompagnement que fait le service social de la CARSAT, donc ce sont des assistants de service social, la visite de pré-reprise est un outil qui est utilisé très très souvent. Alors, on ne peut pas, nous, le prescrire, puisqu'on n'est pas médecin et on n'a pas vocation à le faire, mais on invite, en fait, les salariés vraiment à faire, en fait, cette visite, parce que c'est ça qui va déterminer pas un petit peu, beaucoup, les pistes et les pistes d'action. Est-ce qu'on va pouvoir rester dans l'entreprise? Est-ce qu'il va falloir en sortir? Est-ce que si on peut rester, à quel poste? Vraiment, c'est un outil hyper intéressant et qui peut se faire tout au long, en fait, de l'arrêt. Donc, c'est vraiment très, très aidant. Très bien. Et je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est lors de rendez-vous de liaison que souvent, le salarié va découvrir qu'il a un médecin du travail, qu'il existe. Il aura même son nom et il saura même où le joindre. Parce que pour lui, ça fait peut-être très longtemps qu'il ne l'a pas rencontré. Il ne sait même plus si il est encore vivant ou pas. C'est bien, donc en fait, on va lui donner un complément d'information, on va encore lui donner des ressources qui vont lui permettre de savoir où aller, qui voir, et surtout pouvoir en fait avoir les bonnes personnes au bon endroit. Tout à fait. Alors là-dessus, je reviens vers toi cette fois-ci, Carole. Encore une fois, j'ai besoin de ton témoignage, ton expérience. Selon toi, comment on garde le contact en fait? Est-ce que c'est bénéfique pour le salarié? Véritablement en termes comme tu l'as vécu. Pour moi, moi c'est primordial de garder le lien, de ne pas hésiter à ouvrir la discussion pour créer du lien entre les deux, entre le salarié, entre l'employeur. Pour moi, ça va faciliter énormément les choses. Je vais même oser parler de gains de coûts après pour l'entreprise. Ça va être pour pouvoir instaurer ce lien de confiance entre les deux. Et puis, ça va permettre d'évoquer et déjà de réfléchir à certaines pistes. Même si on est au début du parcours, le salarié va pouvoir exprimer ses besoins. En général, exprimer les besoins, ça pose pas trop de problèmes, mais il faut aussi tenir compte des envies de la personne. Et ça me paraît primordial. Et l'employeur, de son côté, ça va être bénéfique pour lui également, puisqu'il va pouvoir se préparer à ça. Comment on va réorganiser son retour? Il va pouvoir peut-être former un référent handicap s'il en a au sein de son entreprise. Pourquoi pas créer une cellule au sein de son entreprise avec des salariés volontaires? Enfin, moi, je crois vraiment beaucoup en ça. Et le salarié, ça change tout pour lui parce que déjà, il va se sentir attendu et il va vivre son cheminement différemment que s'il n'avait pas d'accompagnement. Oui. Bon, on peut voir en fait que aussi bien du côté du patient que du côté en fait de la personne de la direction ou de l'entreprise, c'est pas si simple en fait. On se rend compte que c'est compliqué en termes de posture, en termes d'attitude, avoir les bonnes références. Et là-dessus, moi, il y a une question qui me vient tout de suite et je tourne vers mes deux S, Sophie et Sylvie. Quelle posture en fait vis-à-vis du salarié absent on peut avoir sans interférer dans sa vie personnelle? En soi, on ne sait pas si on peut lui dire quelque chose. Est-ce que c'est pas too much, comme on pourrait le dire? Est-ce qu'on a le droit? Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Sur ma première question. Alors moi, je crois qu'il faut communiquer, il faut dire à ses salariés qu'on pense à eux. Alors, peut-être pas par téléphone, parce qu'à ce moment-là, vous allez téléphoner, ça va être pendant le moment où il va être dans une salle d'attente d'hôpital, il ne va pas vous répondre, ça va être... Mais envoyer un SMS en lui disant « on pense à toi et est-ce qu'on peut t'appeler tel jour, telle heure ?» À ce moment-là, le lien n'est pas rompu et les gens se sentent finalement aimés de leurs collègues et important pour l'entreprise. Je trouve que quand on n'existe plus, on n'est plus important, on n'a plus envie. Okay. C'est comme si on devenait absent en fait sans s'en rendre compte. Comme s'il y avait un pas de côté, qu'on était sorti de la vie. C'est ça. Or c'est pas ça en fait. Carole, tous les acteurs là lui disent en fait, il faut sans cesse être dans la vie en fait. Reprendre la maladie a un impact, mais elle doit pas gagner en fait. Et garder ce lien avec l'employeur en fait est important. Alors bien sûr, il y a l'employeur qui peut par des messages, SMS, donner des signes de vie. Ça peut aussi être le salarié qui parfois aussi donne en fait des nouvelles parce que il y a toute cette l'employeur qui se pose la question, est-ce que je fais pas, en fait c'est vraiment d'essayer des deux côtés de maintenir le lien parce que vous l'avez dit chacun, c'est pas simple
en fait, quand il y a une maladie qui arrive, ça perturbe en fait tout le monde, ça perturbe la personne, ça perturbe le collectif travail, ça perturbe l'employeur. Et il faut trouver les mots et trouver les gestes en fait pour que les choses puissent s'établir. Et garder ce contact, même par des petits messages, Oui, est des petites primordial. choses toutes simples. Aller porter son arrêt, Oui. sa prolongation d'arrêt de travail plutôt que de le poster. Enfin, déjà, ça peut commencer par là Oui. pour maintenir un lien avec l'équipe. Et du coup, l'équipe va avoir envie peut-être de poursuivre ce lien. Oui, c'est intéressant, je pense. Martin, tu le disais dans le premier épisode du podcast. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder. Où il fallait faire des petits pas. Et dans ce que j'entends là, c'est vraiment en fait le fait de se dire bon, je vais faire quelque chose, je vais tenter de rester en vie. Et c'est Oui. bien ça qui est important. Alors moi, je vous pose une question toute simple. Imaginons, je suis la personne qui est malade. Est-ce que on peut encore m'inviter je prends un exemple aux événements de l'entreprise. Parce que moi, j'aime beaucoup les repas de fin d'année. J'aime beaucoup les repas, en fait, tout simplement. D'accord. Ou avant les vacances d'été. Est-ce que c'est possible ça ou pas? Alors, c'est vrai qu'on avait un échange, en fait, à l'I2S, en fait, elle causait. Et c'est vrai que sur ce sujet, pendant l'arrêt de travail, il y a bien une suspension du contrat de travail. Donc, voilà, s'il arrivait un souci, on ne devrait pas avoir à poser des difficultés à l'employeur, en fait, dès le moment où il y a ces moments de convivialité. Voilà, je pense que ça peut se faire. Après... Mais par contre, il est important de ne pas faire de réflexion que je qualifierais de déplacée. Du genre, elle peut venir au restaurant en fin d'année, mais bon, elle pourrait quand même venir travailler parce que ça nous aurait quand même vachement arrangé. Eh ben c'est ça, exactement, Sophie. Tu as raison, c'est du vécu, je l'ai vécu. Où j'ai été invitée à un pot de fin d'année, le départ d'une collègue ingénieure avec qui je m'entendais extrêmement bien et qui était très heureuse de m'inviter. Par chance, ça tombait dans les 2 jours où j'étais à peu près bien entre 2 chimios. Donc j'y suis allée avec plaisir. J'ai passé un bon moment, mais ça n'a pas été bien vu de ma direction, malheureusement. Alors, si j'ai bien compris, il faut savoir faire des petits pas. Il faut être attentif, mais en même temps, il ne faut pas juger. J'ai adoré, je tiens à dire, la limitation. Je la garde. Je pense qu'il y a un Oscar qui peut se gagner là-dessus. C'est bien ça, on est d'accord sur ça. C'est complètement ça. De rester, et je garde ce terme que j'ai entendu et qui m'a marqué, rester en vie. En fait, garder, c'est ça, c'est bien ça. Rester dans la vie. Rester dans la vie. Oui. Alors, bien sûr, par rapport à ça, si vous avez des questions, si encore une fois, ça vous interpelle, si peut-être vous vous dites « Ah, j'aimerais bien en savoir un peu plus », n'oubliez pas que mon équipe d'experts et d'expertes sera prêt à vous répondre en commentaire et on leur donnera ensuite les questions si jamais elles sont très très précises. Je vais aller voir mon expert tout de suite. Martin, comment vas-tu ? Très bien. Je t'ai senti concentré sur tout le podcast. Je suis impatient et je suis très content de ce que j'entends. Ça va dans le bon sens de ce qu'on fait, je pense, tous chacun de notre côté. D'accord. Il y avait de la vie. Dans le premier podcast, on a parlé d'humain qui était important pour toi. Là, je reviens pour une question spécifique. Est-ce qu'il existe des services pour accompagner la personne pendant son arrêt, éventuellement durant son parcours de soins ? Mais toi, je sais aussi que tu as un petit détail à nous donner ou quelque chose qu'on ne sait pas. Oui, alors des services, il en existe beaucoup. Je pense que des solutions, on va les chercher en fonction de ses besoins, de ses capacités. J'ai parlé d'activité physique, de nutrition, j'ai parlé de socio-esthétisme. Enfin, il y a tellement de solutions en fonction de chacun, chacune. Et le message que moi j'ai envie de porter, c'est ouvrez les vannes, continuez à vivre et allez peut-être tester des choses que vous n'avez jamais encore imaginé. Nous, on a des personnes qui n'ont jamais pratiqué d'activité physique et sportive, qui se disent « Oh non, c'est pas pour moi ». Et elles rentrent dans le programme. Bien évidemment, c'est adapté. On va moins vite, moins fort. On adapte bien en fonction de la problématique de santé. Et 3 mois plus tard, elles n'ont qu'une envie, c'est de faire ça tous les jours. Et là, on a gagné une belle victoire. Ouais. Non, moi, je voulais peut-être insister sur quelque chose qui est un peu compliqué aussi dans ces projets-là. C'est comment on finance l'accompagnement de la personne. Alors, il y a un ensemble de services qui sont dédiés à ça, la médecine du travail, la CARSAT, les ARS et bien d'autres organismes. Et c'est vrai que pour des associations comme nous qui venons compléter un peu ces prises en charge, on essaye de trouver des leviers financiers et qui, du coup, peuvent être des solutions pour les entreprises et les salariés. Donc moi, j'invite notamment les employeurs à se tourner aussi vers leur complémentaire santé, qui est un contrat géré par l'employeur et qui aujourd'hui propose des services complémentaires
à tout type de contrat santé. Je pense notamment, nous, à un service qui est proposé aujourd'hui qui s'appelle le sport sur ordonnance, qui en plus fait le lien avec le médecin traitant. Donc ça, c'est génial puisqu'on a vraiment un écosystème global et qui permet, nous, on a des exemples de personnes qui sont atteintes de cancer, salariés qui bénéficient d'un programme d'activité physique au domicile et pris en charge ou en partie ou intégralement par le contrat complémentaire santé. Voilà. Alors un autre exemple, c'est les complémentaires retraite. Je vais vous donner un exemple assez concret. On accompagne, nous, des proches qui ont vécu un deuil récemment. Et dans l'écosystème de l'entreprise, ça peut être aussi les collègues qui ont été un peu traumatisés par l'événement et pour lesquels on a un programme autour du deuil par l'activité physique aussi qui est porté par l'association. Et je pense qu'il y a des fondations qui œuvrent aussi pour des projets bien spécifiques, qui sont capables de lever des fonds. Les associations qui gravitent autour, elles aussi mènent des projets et peuvent financer quelques actions comme celle-ci. Et puis nous, on s'ouvre beaucoup à des relations de partenariat avec les CARSAT, les ARS, pour essayer de trouver ensemble le moyen de mettre un peu le pied à l'étrier, de tester des choses et d'arriver à finalement donner des outils supplémentaires. D'autant plus qu'au niveau de l'association, avec notre couverture nationale, on arrive à pouvoir accompagner aussi bien à domicile en présentiel que dans l'entreprise, quel que soit le lieu, et ce qui permet aussi un peu de facilité pour bon nombre d'organisations de travail. Alors, si j'ai bien compris, tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il fallait faire des petits pas. La dernière fois, on s'est dit qu'il fallait humaniser. En même temps, à ce que j'ai compris là, c'est qu'il faut garder en vie. Je regarde mes 2 S pour voir si c'est bon. Dans la vie. Dans la vie. Dans la vie, d'accord. Ne pas faire que survivre. Ne pas faire que survivre. Donc en soi, et on voit aussi, toujours pareil, ce principe de réseau où vous travaillez énormément ensemble pour trouver des nouvelles solutions et pour aider au mieux en fait dans la manière de faire. Alors, avant de conclure ce podcast, j'ai un dernier challenge à vous donner. Attention, on n'a pas préparé cette question, je vous le dis tout de suite. C'est en live, vous allez voir ce qui va se passer, ça va être magnifique. Si vous deviez donner aux gens qui nous regardent actuellement un seul mot de ce qu'ils doivent retenir de ce qu'on a dit, ça serait quoi ? Alors, Martin, tu es sauvé. Comme tu viens de parler, c'est pas toi qui va commencer. Je vais aller voir mes 2 S préférés. Parlez-vous. Oh, ça, c'est dit directement. Parlez-vous. C'est vrai, je renchérirais. Effectivement, c'est parler, ne pas rester seul, faire appel vraiment aux acteurs en fait qu'il y a autour de la table pour être accompagné. Je voulais peut-être quand même rajouter que quelque chose en fait par rapport aussi pour compléter les propos de Martin. Je peux, Manu ? Oui, bien sûr. Par rapport au service social, parce que peut-être que nos auditeurs se posent la question, comment en fait aussi on contacte le service social CARSAT. Pendant l'arrêt de travail, il y a des liens en fait entre la caisse primaire qui fait des liens avec le service social et le service proposera, en fait appellera certains assurés pour leur dire si vous le souhaitez, vous posez plein de questions sur votre arrêt. Voilà, il y a cette possibilité de rencontrer en fait un assistant de service social pour pouvoir poser ses valises, faire le point, voir quel est l'acteur le mieux approprié et quelle démarche en fait vous devez mettre en place. Donc c'est vraiment en complément en fait et pour illustrer peut-être un peu plus ce que peut faire le service. Mais voilà, pour c'est bien. Une toute petite c'est une information pertinente, donc vraiment intéressant. On la garde, on la prend, on la note. Merci Manu. Carole ? Moi, je vais dire mon mot préféré, oser. Ne restez pas seul, ça a déjà été dit. Oser et rebondir sur ce que Martin a dit parce qu'il a parlé des finances. Effectivement, on répond à des appels à projets en tant qu'association, on interroge les fondations également. Et là, ce que je voudrais dire aux auditeurs, c'est là encore, vous n'êtes pas seul et bien souvent, quand on est atteint de maladie chronique, il y a parfois la double peine en fonction de son poste occupé, où on se retrouve avec uniquement un demi-salaire. Il y a une perte d'argent pour un certain public. Mais là encore, il y a des solutions et il y a des associations qui prennent en charge les activités, donc osez et ne restez pas seul. Très bien. Martin, c'est toi qui conclus ce tour de mots importants à retenir. Je partage tous les mots et ce qui a été dit juste avant. Moi, il y a peut-être quelque chose qui me marque dans l'accompagnement aujourd'hui de la fragilité au sens large, c'est que bien souvent, pour qu'on agisse, il faut presque y avoir été exposé. En tout cas, nous, c'est assez marquant de voir qu'on arrive à faire des choses parce que c'est parfois un interlocuteur qu'on a en face de nous qui est touché par ce sujet-là. Et je trouve ça tellement dommage que j'ai envie de faire passer moi un message à tout le monde, que ce soit l'employeur, que ce soit les personnes concernées, les collègues.
de se dire de prendre un peu un pas de côté et de se dire mais si c'était mon proche, si c'était moi, qu'est-ce que je ferais et comment je réagirais. Et voilà, j'ai envie de dire que encore une fois, on peut tous être concernés par ces sujets-là, vos proches et tout l'écosystème qui gravite autour de vous. Alors ouvrez les cœurs et continuez à vivre le plus humainement possible. Ouvrez les cœurs, gardez dans la vie, faire des petits pas. J'ai retenu plein de choses moi aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était vraiment bien. Petite chose, ça vous tenterait de faire un 3e épisode? Oh bah, bien sûr, une belle équipe. C'est bon, hein? Ouais, ça y est, on va lancer une grande émission, c'est parti. On va se retrouver dans un 3e épisode. J'espère en tout cas que le 2e vous a plu. Cette fois-ci, dans le 3e, on va parler des pièges à éviter et des bonnes pratiques au moment du retour, en fait, de la personne qui a été souffrante. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Merci à mes experts et mes expertes. Et on se retrouve pour le 3e épisode. À très vite.